Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence du Printemps des études qui s'intitule donc « Les réseaux sociaux, mesures et sens ». Il y a quelques mois, au moment de l'affaire Findus, il suffisait de faire un petit tour sur le net pour se rendre compte à quel point les consommateurs tournaient en dérision la marque pour montrer leur mécontentement. Du Heureusement il y a Findus au Gangnam Style et sa chorégraphie du cavalier, en passant par le dernier album pour enfants intitulé « Martine aime les lasagnes », le déferlement sur les réseaux sociaux ne vous a pas échappé et a été particulièrement fulgurant. Internet est donc devenu un outil redoutable, d'une part pour les consommateurs. Alors que la crise se propageait en Europe, les réseaux sociaux se sont emparés du sujet et ont décuplé les effets négatifs donc, sur cette marque, Findus. L'image « Martine aime les lasagnes » a par exemple été likée par plus de 5000 personnes en à peine 3 jours. Dépassé par la crise, Findus n'a pas pris la mesure de l'ampleur des dégâts sur le net. C'est un exemple parmi d'autres qui traduit l'importance du web digital et surtout les bouleversements qu'il laisse présager en termes de communication. Aujourd'hui, de nombreuses marques ont compris que cet outil était devenu incontournable, soit pour gérer une crise, soit pour éviter un débordement à la Findus, soit enfin pour comprendre comment communiquer ou comment analyser le profil des socionautes et surtout mieux répondre à leurs attentes. Aujourd'hui, dans cette conférence, à travers 4 exemples concrets, ceux d'Orange Healthcare, de McDonald's, du Monde et d'Unilever, nous allons essayer de comprendre, de décrypter, de décortiquer comment les instituts d'études aident les marques dans leur vie sur le net et comment ils leur permettent de construire leur stratégie digitale. J'ai à mes côtés des représentants des instituts d'études, des représentants des marques que je viens de vous citer. Sachez que les représentants de McDonald's et d'Unilever n'ont pas pu se joindre à nous, mais que les instituts d'études qui ont travaillé avec ces marques les représentent aujourd'hui. La conférence va s'articuler autour de 2 temps principaux. D'abord, des témoignages et des retours d'expérience, avec donc les 4 cas précis que je viens de vous citer, et puis un échange qui aura lieu dans un deuxième temps. C'est Orange Healthcare qui va ouvrir le bal. Emmanuelle Pierga, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice de la communication de la division santé d'Orange. J'aimerais d'abord que vous nous reprécisiez les missions d'Orange Healthcare, qui ne sont pas forcément claires pour tout le monde, et puis que vous nous indiquiez quelle est la problématique qui vous a poussé à faire appel au service d'occurrence. Oui, alors, Orange Healthcare, la division santé d'Orange, a été créée en 2007. Puisque, en fait, on s'est rendu compte que les nouvelles technologies pouvaient avoir un rôle dans le développement de la e-santé. Si vous regardez un peu, vous êtes institut d'études, si vous regardez un peu les statistiques sur la population médicale, on se rend compte qu'on a moins en moins de médecins, de plus en plus de malades. Hein, on a de plus en plus aussi. Pourquoi de plus en plus de malades? Parce que, à cause de la durée de vie, l'allongement de la durée de vie. On a la désertification médicale également, une explosion de population de personnes âgées qu'il faudra maintenir à domicile parce que les maisons de retraite ne suffiront pas. Enfin, toutes ces problématiques sociétales ont été posées au PDG de France Télécom de l'époque qui s'est dit, là, il y a un truc, là, les nouvelles technologies peuvent jouer un rôle. Donc, on a réfléchi. En 2007, donc, le fondateur de la division qui la dirige toujours, Thierry Zibelberg, s'est posé avec quelques collaborateurs, a d'abord fait un think tank, a fait tourner un certain nombre de services et on est arrivé à cette conclusion qu'on pouvait être présent sur 3 grandes familles de produits qui correspondent à ce qu'on appelle le parcours de soins, le parcours patient. D'abord, nous sommes présents dans tout ce qui est service aux professionnels de santé. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle l'hôpital numérique. La modernisation de l'hôpital passe par la virtualisation des données, la virtualisation de votre radio, par exemple. Au lieu de vous trimballer cette espèce de gros truc là dont vous ne savez pas trop quoi faire, qui est votre radio, eh bien tout simplement, tout ça peut se traduire en données. Et l'intérêt de la donnée, c'est qu'elle peut aller
chez votre médecin hospitalier, bien sûr, mais également chez votre médecin de ville. Donc, plus besoin de vous trimballer votre radio dont vous ne savez pas trop quoi faire et qui est d'ailleurs très polluante, hein, je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, toutes ces virtualisations, donc la radio, c'est l'élément le plus évident, mais il y a toutes les données médicales qui peuvent être virtualisées et qui vont rendre la vie des hospitaliers, mais aussi des patients, beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable, puisque tout ça va éviter la paperasserie habituelle que vous avez tous connue à l'hôpital en tant que patient. Donc ça, c'est tous les services aux professionnels de santé que nous avons développés, que nous continuons à développer, virtualisation des données patients, données médicales, dossier médical informatisé, le terminal multimédia au pied du patient qui fait que lorsque le médecin arrive, il peut avoir directement les analyses et regarder les analyses et pas toujours se trimballer avec son dossier. Voilà, donc je vous donne un exemple, mais de plus en plus, l'hôpital va être numérique. Ensuite, il y a, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas demain mais qui est maintenant. Après, il y a tout ce qui est gestion de la santé à domicile. Alors, gestion de la santé, de la télésanté, vous avez sans doute entendu parler de la télémédecine. Hein, je vous ai parlé de la durée de vie qui s'allonge. Et une des conséquences, c'est qu'il y a une explosion des maladies chroniques. Et généralement, lorsque vous avez une maladie chronique, que ce soit le diabète, que ce soit l'arythmie cardiaque, que ce soit l'insuffisance rénale, c'est généralement quelque chose que vous avez à vie, qui dure longtemps et qui demande un suivi médical exigeant et long et fréquent. Alors, si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au début, c'est qu'on a relativement peu de médecins. Donc, la solution à tout ça, pour avoir un suivi régulier de votre maladie chronique, c'est de faire ce qu'on appelle du télésuivi. Et là, les nouvelles technologies rentrent à nouveau en jeu, puisque télésuivi, c'est toujours la même chose, c'est une donnée clinique, hein, une goutte de sang dans le taux de sucre dans le sang pour un diabétique, on va passer en fait ce taux de sucre via le mobile, et ensuite il va arriver directement au diabétologue. Pour l'insuffisance rénale, c'est tout simplement des données cliniques nécessaires à diagnostiquer un état de santé d'un insuffisant rénal qui va ensuite arriver directement au néphrologue. Et ça va permettre à la fois au médecin d'intervenir uniquement quand on a besoin de lui, hein, donc son temps va être bien géré, et lorsqu'il y a pénurie d'une population, d'une spécialité, c'est important. Et ça va permettre au patient, lui, d'éviter ce que les spécialistes appellent l'effet tunnel, c'est-à-dire le fait d'attendre sa prochaine consultation et de ne pas savoir pendant tout ce temps-là comment il va, comment évolue sa maladie. Il sait qu'il est télésuivi par ces nouvelles technologies. Et ensuite, la troisième, alors qui est moins développée qui est plus quelque chose que nous développons dans les pays émergents, c'est tout ce qui est prévention. Alors, vous connaissez toutes ces petites applis qu'on utilise pour suivre son poids, le coaching. Il y a également quelque chose qu'on développe plus dans les pays émergents, qui sont ce qu'on appelle les centres de santé, les health lines, où vous téléphonez à un centre de santé où il y a des médecins, le système de santé n'étant pas le même partout, tout le monde n'a pas la chance d'avoir notre système de santé publique. Et donc, vous pouvez avoir un diagnostic rapide et une orientation rapide. C'est plutôt dans des pays d'Afrique noire que nous avons développé ce type de service. Voilà. Donc, à chaque fois, nous, en tant qu'opérateurs, nous développons ce que nous savons faire. Enfin, nous jouons notre rôle d'opérateur en transmettant des données, mais nous arrivons aussi, parce qu'il a fallu un peu forcer le marché, hein, les choses n'étaient pas évidentes pour tout le monde, nous arrivons avec notre savoir-faire, mais toujours avec un autre partenaire qui va nous aider à développer ce service. Voilà. Emmanuel, est-ce que c'est justement parce que vous étiez sur un marché en rupture que vous avez eu besoin des conseils d'un institut d'études ?
Oui, alors c'est une bonne question. J'ai eu besoin effectivement d'un institut d'études pour voir comment on se positionnait. On est effectivement sur un marché en rupture. Personne ne nous attend, et j'ai encore beaucoup de travail d'ailleurs en termes de notoriété. Je n'ai pas fait le test, lever la main, qui sait, mais je n'avais pas envie de me faire mal la veille d'un week-end. Pour savoir qui sait que Orange a une division santé. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup encore dans la salle, ce qui fait que c'est bon, je ne serai pas au chômage demain. Mais ce marché en rupture, il fallait le faire connaître, et c'était une double problématique. Le premier, c'est de faire connaître l'activité d'un opérateur de télécommunications dans un marché en rupture, mais sous une marque qui avait déjà une forte puissance sur un autre marché qui est celui d'opérateurs de télécommunications. Donc, nous n'étions plus sur les mobiles, sur le grand public, sur la facture qui ne vous plaît pas parce qu'elle est trop chère, etc. Non, on était sur de la donnée médicale, sur la discussion avec le médecin, sur la transmission, sur l'hébergement de données de santé à caractère personnel qui englobe des règlements, des contraintes de sécurité particulières. Donc, on était sur un métier qui était à la fois le même et à la fois différent. Donc, toujours sur la même marque, sous la même marque. Donc, l'exercice était compliqué. Se faire connaître sur un marché en rupture, sous une marque qui est connue sur une activité principale qui n'est pas vraiment celle-là, mais il fallait à la fois tirer parti des valeurs de la marque tout en se frayant une place dans un secteur où nous n'étions pas encore connus. Donc effectivement, il nous fallait quelqu'un pour nous aider, pour savoir si les réseaux sociaux pouvaient être un bon média pour justement avoir cette démarche pédagogique, parce qu'il fallait expliquer à tout le monde ce qu'on était en train de faire. À la fois expliquer notre rôle, comme je suis en train de le faire là, sur ce marché, expliquer les usages, ça allait au-delà de ça, il fallait aussi expliquer ce qu'était l'e-santé, elle n'est pas encore bien installée, même dans un pays développé comme en France, et le rôle qu'un opérateur de télécommunications allait y jouer, et expliquer aussi que quand on était... alors je vais vous raconter juste une anecdote, moi la première fois que j'ai organisé des salons dans des salons spécialisés de médecins, le médecin généraliste et d'autres, j'avais tous les médecins qui venaient sur le stand pour me parler de leurs problèmes de facture de téléphone. Et j'étais en train de leur expliquer, non, moi c'est autre chose que je suis en train de présenter, c'est quelque chose qui est en lien avec votre métier de médecin. Voilà. Et puis pour le reste, il y a la boutique Orange, vous direz, etc. Bon, généralement, s'ils leur rendent service, parce qu'on ne s'en débarrasse pas comme ça. Mais voilà comment les choses se passaient. Donc, l'occurrence m'a aidé à voir si effectivement les réseaux sociaux étaient un bon média pour avoir cette démarche bien spécifique en termes de communication. Je voulais aussi, je veux juste rajouter quelque chose parce que j'y tiens. Quand j'ai lancé l'étude en 2011, il y avait quand même une vague très très mode. Enfin, tout le monde devait faire des réseaux sociaux, mais absolument tout le monde. Si on n'était pas sur les réseaux sociaux, on était ringard. Bon, moi je suis dans une entreprise d'ingénieurs avec des bases scientifiques. Si j'arrivais à mon comité de direction en leur disant « Écoutez les gars, faut être sur les réseaux sociaux parce que c'est super mode », ça n'allait pas suffire. Et c'est là où la rationalité d'un institut d'études permet de justement essayer de vérifier scientifiquement qu'on a raison de suivre la mode. En tout cas, que ça peut nous aider. Merci beaucoup, Emmanuel Pierga. Alors, on va passer la parole à votre voisin, Assaël Adari, qui est donc le fondateur d'Occurrence, qui a travaillé avec vous sur la problématique que vous venez de nous énoncer. Assaël, j'aimerais connaître les conseils que vous avez donnés à Emmanuel au vu de sa problématique. Comment est-ce que vous avez travaillé? Quelle a été votre approche? Et quel type d'outils est-ce que vous avez utilisé? La démarche, alors c'est surtout justement de ne pas amener une réponse que j'appellerais une réponse de gourou, en disant il faut pas, je vous dis que c'est bien, je vous dis que c'est mal. C'est justement la démarche des instituts, c'est justement d'essayer de rationaliser
la décision finale ou d'aider à la décision finale avec un cheminement qui est rationnel. La manière de fonctionner, elle est... Je vous coupe parce oui. que vous dites tout de suite institut, mais oui. Vous comparez avec... campons tout de suite le décor, vous voulez bien marquer votre différence par rapport alors, sans aucune démarche péjorative, mais je me distingue des agences. Alors, en deux mots, est-ce que vous pouvez rappeler à l'assistance la différence La démarche de l'Institut va être d'abord, j'étudie, je regarde, j'observe, je collecte, j'analyse, et ensuite je porte un diagnostic, et éventuellement je fais une recommandation derrière le diagnostic. La démarche de l'agence est davantage dans l'action. D'ailleurs, derrière notre diagnostic, une agence a pris le relais pour aider Orange Healthcare, pour mettre en œuvre. L'enjeu pour nous est quand même assez important, c'est qu'on ne peut pas être juge et partie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je dis, après un rapide coup d'œil sur le web social, je dis à Orange Healthcare, il faut agir, et ça tombe bien, il y a occurrence Web Agency, mon diagnostic pourrait être quand même un petit peu entaché d'une arrière-pensée mercantile. Voilà. Donc c'est important de distinguer les deux. Et c'est pas l'un n'est pas meilleur que l'autre, c'est pas la question. Je pense qu'il valait mieux rappeler ça à votre assistance. La manière de fonctionner, elle est assez simple. Et je vais prendre une métaphore, et je suis désolé, je n'ai pas trouvé de meilleure image qu'une métaphore un peu guerrière. Mais c'est l'idée de se dire, on a un nouveau terrain de bataille ou un nouveau champ qui s'offre à nous, à savoir pour Orange Healthcare, donc le web social, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Avant d'aller envoyer des fantassins dans ce nouveau champ de bataille, ce que notre métier a consisté à faire passer d'abord des drones, et d'envoyer des drones pour cartographier ce champ de bataille. Donc, ce n'était pas une cartographie juste de la e-réputation d'Orange Healthcare, parce que l'idée aurait été trop spécifique, mais d'aller justement sur le secteur de la e-santé ou de la m-health. C'était vraiment d'envoyer les drones, de cartographier, de voir où sont les zones dangereuses, les zones moins dangereuses, etc. Donc d'abord, on va venir circonscrire un territoire. Et ensuite, un peu comme toujours pareil sur cette métaphore un peu guerrière, le drone ne suffit pas, il faut à un moment donné envoyer des renseignements plus humains sur le terrain pour aller vraiment analyser qui sont les alliés, qui sont les ennemis déjà en place. On parlera tout à l'heure d'influenceurs, etc. Donc il y a eu ces deux étapes-là. D'abord une cartographie assez quantitative, puis une analyse beaucoup plus qualitative pour comprendre qui disait quoi, où, comment, qui étaient les gentils, les méchants, qui étaient déjà armés, qui n'étaient pas armés. Et au final, on arrive à proposer, notamment au comité de direction, une cartographie militaire qui a déjà un premier mérite, c'est qu'elle est un objet bien délimité, bien circonscrite. Et par rapport à un fantasme dans des comités de direction qui sont parfois le web est infini, le web est une sorte de nébuleuse, etc., etc., on vient leur dire non, en fait, sur votre sujet, voilà les acteurs en place, voilà, il y a un début, une fin, un commencement. Et donc ensuite, ça peut aider à prendre une décision éclairée. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et si j'y vais, surtout dans des logiques où on est quand même dans des logiques de rationalisation budgétaire, on n'a pas la moyen de faire tout ce qu'on veut, comment j'y vais avec le moindre investissement? Où mon investissement est le plus efficace alors qu'il est limité. L'investissement humain, on ne peut pas avoir 14 community managers qui sont de front, on ne peut pas prendre 12 agences. Donc cette cartographie, elle aide aussi à pointer du doigt les endroits essentiels et les endroits secondaires. Voilà comment on a fonctionné. Avant de passer la parole à Rosen Nardin, j'aimerais juste savoir comment vous avez identifié les faiseurs d'opinion sur la toile. Alors, là aussi, il y a toujours deux logiques. D'abord, mais on en reparlera, je pense, plus tard dans le débat, les e-influenceurs, en tout cas sur des sujets B2B, sont souvent aussi des influenceurs tout court dans la vraie vie. Donc, on peut déjà si on en a déjà identifié dans la vraie vie, on peut déjà se soucier de savoir s'ils sont présents dans la vie numérique. C'est le cas pour Orange Healthcare. Ensuite, là encore, c'est une double approche, une approche quantitative, qui est présent, qui a une fréquence de propos, qui est relié les uns aux autres. La e-influence, elle est souvent liée à un maillage, c'est-à-dire qu'on est un pair numérique dans un secteur donné. Et puis ensuite, il y a une analyse, encore une fois, humaine des contenus générés. Donc la notion d'influenceur, elle peut être liée à un lieu, à un espace de dialogue. Pour donner une banalité que tout le monde va connaître, mais sur la santé, en France, en tout cas dans le monde francophone, Doctissimo, c'est un espace qui a un poids important. Donc, même si on ne fait pas autorité sur le sujet, mais qu'on parle dans Doctissimo, à partir de là, votre parole a une audience.
Et ensuite, il peut y avoir des gens qui ont une très faible audience, mais qui font autorité. Donc, et c'est le cas sur des sujets aussi pointus que Orange Healthcare, c'est-à-dire qu'il y a des espaces extrêmement peu visibles, mais qui sont connus par les 500 personnes influentes sur le sujet. Merci beaucoup, Assaël. Rosen, je le disais, donc vous êtes occupée du cas McDonald's, vous vous occupez du cas McDonald's, qui n'a pas pu se déplacer. Donc du coup, vous allez davantage axer votre intervention sur votre métier, votre profession, tout en vous nourrissant évidemment de ce cas. L'Influence est donc un institut qui extrait du sens des conversations des internautes. On aimerait savoir concrètement comment est-ce que vous travaillez. Donc, bonjour à tous. Alors, du coup, l'Influence, c'est à la fois un éditeur et un développeur en fait de technologie qui est adossé en fait du coup à un département en fait d'études. Donc en fait, c'est un alliage fin entre des technos et du coup une expertise humaine qui est en fait du coup incarnée par des directeurs d'études marketing et opinion. C'est ça ce qui va faire sa spécificité en fait par rapport en fait à d'autres instituts qui pourraient être positionnés aussi sur le social media listening. Nous, on a une approche en fait qui est à la fois dans ce qu'on appelle le social media intelligence, qui couvre à la fois la partie monitoring et à la fois la partie en fait research. Donc, on a des problématiques en fait de veille stratégique, de veille quotidienne, du management des risques, et aussi on a une problématique évidemment de market research. Donc on accompagne en fait du coup nos clients en fait sur l'ensemble de ces volets. Par rapport à ce qu'on fait en fait pour McDonald's, on va donc couvrir en fait l'ensemble en fait de ces différents volets, donc la veille quotidienne, l'accompagnement aussi dans la détection de menaces, donc du coup comment on mesure le risque pour aider en fait de la manière la plus efficace à la prise de décision. Vous imaginez bien que pour une marque conversationnelle comme McDonald's, au quotidien, ça fait quand même beaucoup de publications tous les jours. Et après, on va aussi les accompagner à reprendre du recul et de la profondeur en étudiant en fait du coup des corpus sur des périodes de temps en fait beaucoup plus longues. Vous venez de dire que McDo est une marque conversationnelle. C'est plutôt un avantage ou un inconvénient, ça sur... Alors, en fait, déjà, ils sont très actifs en fait en tant que marque, puisque en fait ils sont accompagnés par des agences pour en fait avoir une vraie activité en fait du coup sur le web. Et puis aussi, c'est une marque qui a une forte notoriété avec beaucoup de consommateurs qui se rendent tous les jours en restaurant, et donc ils sont évidemment plus susceptibles que d'autres de pouvoir en fait s'exprimer sur les réseaux sociaux. Quelles sont les autres difficultés que vous avez rencontrées que vous rencontrez dans le cas McDonald's ? Alors, c'est pas globalement pour McDonald's, c'est plutôt le principal obstacle, ça va être la volumétrie. Vous vous rendez bien compte que, évidemment, nous, dans nos pratiques de professionnels d'études et de veilleurs, quand vous arrivez le matin, et Dieu sait qu'on commence tôt et qu'on termine tard, quand vous ouvrez, en fait, du coup, votre radar, où vous avez donc l'ensemble des conversations que vous avez quittées il y a juste 12 heures, et que vous vous retrouvez déjà à plus 1000, plus 2000, et que, en fait, c'est plusieurs dizaines de publications, en fait, à la seconde. C'est cet effet en fait vertigineux qui fait qu'à un moment donné, si vous êtes dans la posture de tout écouter, vous n'entendrez rien. Donc ça nécessite en fait de faire un vrai travail de filtre, et c'est plutôt ça la principale difficulté en fait aujourd'hui. C'est de mettre en place en fait tout simplement des méthodologies, en fait une manière de rentrer en fait du coup dans la matière qui va nous permettre en fait de pouvoir déjà distinguer ce qui est de l'ordre évidemment des risques, puisque ça va être la priorité sur la veille quotidienne, et ce qui va être de l'ordre de choses à faire remonter, mais dans un deuxième temps parce qu'elles sont moins prioritaires. Dernière question, au-delà de McDo, comment est-ce que vous faites pour être en veille permanente sur les marques ? Alors, nous, on a la chance d'être équipés par nos technos. C'est des technos, évidemment, qu'on commercialise et qui sont, en fait, un logiciel de monitoring que certains de nos clients utilisent comme tel.
Après, en fait, nous, on a un volet, en fait, évidemment, accompagnement. Donc, on va se servir, en fait, de nos outils technologiques. Donc, comme ça, il n'y a pas l'effet boîte noire, hein, on les maîtrise. On n'est pas, en fait, dépendant de logiciels de monitoring qui ont été conçus par d'autres et puis fabriqués par des ingénieurs, le plus souvent pour des ingénieurs. Donc, du coup, en fait, cette capacité d'avoir la main en permanence aussi sur la machine nous permet en fait du coup de traiter plus rapidement aussi du coup la matière que l'on peut récolter tous les jours. Traiter la matière, mais alors Oui. comment est-ce que vous faites pour faire le tri concrètement ? C'est très simple. De toute façon, comme je le disais, si vous écoutez tout, vous n'entendrez rien. Vous imaginez bien que pour une barre conversationnelle sur McDonald's, vous avez en fait énormément de choses qui se disent et des choses qui n'ont pas la même valeur. Donc déjà, ça c'est un premier, c'est ce que nous on va aller chercher, c'est ce qui crée du sens, qui crée de la valeur, quand on est dans le cadre évidemment des opportunités, ou du moins ce qui peut atteindre la valeur de l'entreprise quand on est évidemment dans la détection de risques de risques à venir. C'est tout simple en fait. Le web, il regorge en fait de phénomènes de reprise, de duplication en fait d'un tout petit faisceau en fait de contenus originaux. En tout cas, donc par exemple, vous savez très bien que l'actualité autour de McDonald's et d'autres clients, elle peut être essentiellement médiatique. Et donc vous savez qu'en fait, il y a une espèce de phénomène de duplication en fait sur Twitter qui vont partager en fait du coup des articles qui sont poussés par les médias. Sur Facebook, on peut aussi avoir ce même phénomène, même s'il y a une activité propre à Twitter, notamment aux heures d'ouverture des restaurants et au niveau du midi et au niveau du soir où en fait là on a une activité des retours consommateurs en fait sur ce qu'ils ont consommé ou ce qu'ils s'apprêtent à acheter en fait en restaurant. L'objectif c'est au-delà de la volumétrie, c'est déjà de revenir aux sources originelles et originales en fait du coup du contenu, de en fait du coup passer aussi du temps à dénombrer. Quand vous regardez, par exemple, sur certains articles de presse, on va prendre un Figaro, par exemple, vous avez des fois 300 commentaires et vous dites « Oh mon Dieu, c'est beaucoup, 300 commentaires ». Et puis quand vous regardez en fait, le nombre réel d'internautes, du moins de pseudos, puisque je ne pourrais pas parler d'individus, qui en fait, sont à l'origine de ces 300 en fait, commentaires, vous apercevez qu'en fait, vous pouvez descendre en fait, de manière assez radicale le nombre, parce que c'est souvent un petit faisceau d'internet qui se met en fait du coup d'internautes qui se mettent à débattre en fait les uns avec les autres. Et donc nous le but c'est de travailler en fait plutôt sur de revenir à l'échelle de l'unité en fait pour en fait rassembler un certain nombre de discours. Maintenant aujourd'hui on est face à un problème dans nos métiers de professionnels des études, qu'importe qu'on s'occupe de la veille quotidienne ou d'ailleurs ou même quand on fait de l'étude sur le web et qu'on reprend beaucoup plus de recul, c'est qu'on est face en fait à beaucoup d'opinions et l'opinion ne vaut pas analyse, ce qui n'est pas la même chose. Donc en fait, on a un nivellement en fait de l'information qui fait que en fait, on peut pas mettre les choses tout le temps au même niveau. De même, vous avez plein d'espaces différents pour vous exprimer. Vous ne pouvez pas traiter une opinion ou un contenu qui est émis en 140 caractères sur Twitter. C'est pas la même chose du coup qu'un message sur Facebook. C'est pas le même dispositif. Ou quand vous êtes lecteur du coup d'articles de presse et que vous interagissez dans les zones de commentaires, ou quand vous êtes blogueur par exemple. Merci Rosen, on reviendra avec vous un petit peu plus tard sur tous ces sujets. On va passer à notre troisième cas pratique, celui du Monde qui a travaillé en partenariat avec Harris Interactive. Elisabeth Cialdella, bonjour. Je vais essayer de résumer en 2 mots votre problématique. Le Monde est extrêmement présent sur les réseaux sociaux. 620 000 fans Facebook, 1,5 million de followers sur Twitter, sans compter les comptes de ces journalistes. Et pourtant, vous méconnaissiez le profil de vos socionautes. C'est bien ça ? Bonjour. Alors, je ne sais pas si on les méconnaissait, mais en tous les cas... On se dit qu'on a des informations sur eux, on a bien sûr des datas, on fait des constats, on a des intuitions, mais on a aussi beaucoup d'envie par rapport à toute l'activité qu'on peut avoir sur la lecture sociale. C'est aussi un formidable terrain de test, en fait, parce qu'on peut mettre en place des choses vite, voir ce qui prend moins, ce qui ne prend pas.
que c'est dans cet esprit qu'il y a des choses qui sont faites, donc vraiment dans du test and learn et du lab. Et puis... Qu'est-ce que vous vouliez savoir sur ces socionautes, en fait ? Alors, en fait, on sait qu'aujourd'hui, c'est une opportunité importante pour nous de rajeunir les audiences, en fait, et en tous les cas, de rentrer en contact avec des populations qui ne vont pas venir nous chercher sur le papier, possiblement sur le web fixe, mais on sait aussi que sur le web fixe, les comportements des internautes ont une relation aux marques d'infos qui est, en France, assez spécifique parce qu'on a très peu d'audience exclusive et que les gens qui consomment de l'info sur les sites d'actualité passent d'un site à l'autre. Alors il y a bien sûr une partie d'exclusif, mais en effet il y a des comportements qui montrent qu'on a des personnes qui sont un peu zappeuses. Et donc on sait que c'est une clé d'entrée en effet différente, qu'aujourd'hui on a 65% de la population qui est sur la page Facebook du Monde qui a moins de 35 ans, alors que c'est 40% pour ceux qui nous fréquentent sur le mobile, et ça va être plus que 28% pour ceux qui font partie du site en fixe. Donc on voit bien qu'on parle à d'autres personnes. Donc on se dit qu'on a envie de les connaître un peu plus, parce qu'ils ont des parcours qui vont être différents dans la relation qu'ils vont avoir à la marque. Et puis, si vous les connaissez plus, vous allez pouvoir leur offrir quelque chose de différent après ? Possiblement. En tous les cas, déjà, avant de se dire si on les connaît mieux, c'est quand même important, d'autant plus qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on avait une approche qui était que c'était une diversification des points d'entrée et des parcours. On faisait de l'édition autrement. Il y a un potentiel de viralité, il y a plus qu'un potentiel, il y a une réalité de viralité qui est importante. Il y a de la recommandation qui se fait, mais de plus en plus, on se dit qu'on peut travailler autrement avec ces audiences. Ils peuvent aussi être une source d'information. Ils peuvent aussi créer de la conversation et de l'échange. Il y a de la curation qui est possible aussi. Et puis, ils apportent de la data. On aime tous la data. Enfin, en tous les cas, on se dit que c'est aussi possiblement des choses à exploiter de façon très importante. Et puis, on voit que c'est une audience qui est très active. C'est une audience qui like, qui retweet, qui commente, qui met en favori. Donc, on se dit que mieux connaître ces personnes-là, ça va nous permettre de mieux organiser la conversation, mais pas seulement. On va les appréhender dans leur comportement mieux aussi, parce que finalement, dans les études de référence, on n'a pas grand-chose sur les lecteurs sociaux, en fait. On sait plein de choses sur nos lecteurs du papier, on sait plein de choses sur nos lecteurs sur les sites, on sait plein de choses aussi, de plus en plus sur le mobile. Les audiences sociales, dans les études de référence, on n'a pas de data, pas encore. On veut aussi connaître la maturité des usages et des comportements. Donc on se dit, mais où est-ce qu'ils en sont, en fait, d'une manière générale, et dans la relation qu'ils peuvent avoir à notre marque et ce qu'ils peuvent en faire avec les réseaux sociaux, l'influence qu'ils vont avoir sur la marque, parce que c'est aussi intéressant pour nous de se dire, est-ce qu'on va retrouver des relais ? Est-ce qu'on va retrouver en effet des personnes qui vont influencer ? Et puis, il y a un autre sujet important, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, il y a une communauté sociale qui est quantitativement aussi importante que le nombre de lecteurs chaque jour du quotidien, en fait. Et comment on les monétise, parce que c'est en effet beaucoup de monde, et la question de la monétisation de ces audiences sociales, elle se pose forcément aussi dans une logique business. Alors, on va donner la parole à votre voisine, Aurélie Gibia, d'Aris Interactive. Du coup, comment est-ce que vous avez travaillé ? Est-ce que vous avez envoyé des questionnaires à ces socionautes ? Et si oui, quel type de questions est-ce que vous leur avez posé ? Bonjour. Alors là, on a choisi de travailler un peu de manière particulière dans ce cas de figure. L'idée, en fait, c'était de les interroger. On était sur une étude quantitative qui a été menée online, et c'était d'interroger les socionautes directement via les réseaux sociaux. Donc, on les a interrogés via Facebook, C'était Twitter. quelque chose de novateur ? Oui, c'est relativement peu fait. Ça se fait un peu quand même sur Facebook, ça se fait beaucoup moins sur Twitter et Google+, aujourd'hui. En tout cas, à l'époque aussi, on a mené l'étude. Donc effectivement, c'était assez nouveau en termes de méthodologie. Au-delà de ça, par rapport aux questions qu'on a posées, donc on a une typologie de socionautes au sein de Aris Interactive
qui sont définies par des questions d'attitude et de comportement. Donc on a repris certaines de ces questions pour pouvoir les comparer à la communauté sociale du monde. On avait également des questions évidemment de rapport à la marque Le Monde, parce que comme le soulignait Elisabeth, il faut aussi savoir qui sont ces socionautes, est-ce qu'ils consomment déjà la marque par ailleurs, de quelle manière, par rapport à quel point de contact et jusqu'où, savoir jusqu'où en fait cette relation à la marque va se construire ou pas via les réseaux sociaux. On avait également des questions d'impact des réseaux sociaux par rapport à la marque, c'est-à-dire est-ce que être sur les réseaux sociaux, ça me crée finalement une appétence supplémentaire à la marque, et des questions qui étaient bien sûr relatives à l'information, puisque la première motivation aussi pour aller sur les réseaux sociaux et notamment les marques d'information, c'est d'aller y trouver de l'information en temps réel, etc. Donc on essayait de savoir plus profondément ce qu'ils venaient y chercher en termes de sources d'information. Et également bien sûr des questions de profil pour essayer d'illustrer les profils différents d'un réseau social à l'autre notamment. Un mot, Elisabeth Yalda, vous Cialdella. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont vous allez pouvoir monétiser votre audience sur les réseaux sociaux? C'est un des grands défis, j'imagine. En fait, on a des pistes. On se dit que, évidemment, on va avoir des approches communautaires sur des thématiques, parce que finalement, on crée la conversation autour de sujets qui fédèrent des personnes. Ces sujets peuvent être multiples, parce qu'on a aussi la chance d'aborder sur une marque comme Le Monde des tas de thématiques qui ne sont pas que l'actu internationale et politique et société. Enfin, il y a aussi des tas de thématiques et notamment une qui est peut-être la plus évidente, qui est toute la thématique high-tech, parce qu'en effet, il y a souvent une communauté initiée et qui aime aussi partager, donner son avis. Donc en fait, on a une approche sur la monétisation qui est en effet autour de communautés que l'on fait converser qui, pour le coup, deviennent en effet, prennent une valeur et peuvent, dans la relation qu'ils peuvent avoir avec une marque et dans la façon dont on peut mettre en scène une marque à l'intérieur de cette conversation. Dernière question, Aurélie, est-ce que vous imaginez maintenant aller plus loin dans votre relation avec ces socionautes? Pardon ? Est-ce que maintenant vous imaginez aller plus loin, vous adresser à eux une nouvelle fois différemment pour en savoir davantage? Il faut le demander à Elisabeth plus qu'à moi. Globalement, en fait, pour revenir juste sur les raisons de choix de la méthodologie, parce qu'on aurait pu la penser complètement différemment. Là, en fait, on voulait s'intéresser à la communauté qui était quand même la plus active par rapport aux réseaux sociaux du monde. Donc, effectivement, quand on les interroge directement vers les réseaux sociaux, on sait très bien qu'on n'aura pas les plus passifs. On va forcément avoir les personnes qui, en effet, vont être plus en appétence avec les réseaux sociaux et qui savent s'en servir de manière assez concrète. Et c'est ce qu'on voulait dans cette étude, justement, recueillir, c'est cette communauté sociale plus active sur laquelle on peut aussi interagir, travailler pour après aller jusqu'à un engagement de la marque un petit peu différent. Au-delà de ça, ce qu'on a pu voir en fait clairement dans la typologie qui a illustré les résultats, c'est qu'on avait deux axes qui les différenciaient. Le premier, c'était l'interactivité ou le côté observationnel par rapport au réseau social, ce qui ça a été assez attendu, on va dire, par rapport aux conclusions. Mais on avait un autre axe qui était très présent dans cette typologie, qui était justement ce rapport à l'information, puisqu'on rentrait plus ou moins dans l'information et on n'allait pas forcément y chercher les mêmes contenus. Et c'est là qu'on voit, et en tout cas pour Le Monde, c'est très réussi, puisque comme disait Elisabeth, on n'a pas forcément les mêmes audiences entre les réseaux sociaux et le papier, etc. Mais on voit qu'effectivement, on va pousser le contrat de marque encore plus loin, en apportant justement cette interactivité, cette immédiateté, quelque chose qu'on n'a pas forcément par rapport au journal. Et c'est quelque chose de nouveau qui emmène la marque encore plus loin et qui permet de l'engagement supplémentaire par rapport à la marque. Merci beaucoup Aurélie. Vous allez passer le micro à votre voisin, Guillaume Veil. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous avez travaillé avec Unilever et surtout la problématique à laquelle était confrontée la marque. La problématique d'Unilever et d'Anne-Gabrielle Dangu, qui est directrice média d'Unilever, était assez simple. Je pense que tout le monde connaît Unilever. C'est un des leaders de la grande consommation au niveau mondial. Une des particularités, c'est que Unilever couvre des catégories de nature quand même assez différentes, puisque ça va des détergents jusqu'au thé, en passant par l'hygiène beauté, les glaces...
Et à l'intérieur de ces catégories, vous avez des marques de nature assez différentes. Toutes ces marques, depuis 2-3 ans, elles ont fait un peu comme tout le monde et comme leurs concurrents. Elles se sont mises sur Facebook. Elles ont commencé à développer des contenus avec des community managers souvent externalisés. Il y a peu d'internalisation du community management chez Unilever. Et puis elles se sont mises à investir pour recruter des fans. 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Et à un moment, on se pose une question assez simple. On a plein de fans. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc voilà, ça c'était la question de base en fait d'Unilever, puisqu'on travaille avec Unilever depuis un peu plus de 2 ans sur ces questions-là. Donc des choses très très basiques. Après, au niveau des community managers, récurrentes à plusieurs marques, à de nombreuses marques aujourd'hui. Exactement. Et l'idée, c'était de travailler justement sur différentes marques pour essayer de comprendre s'il y avait des choses communes, mais aussi s'il y avait des choses différentes. Et si on pouvait apprendre comment essayer d'utiliser Facebook de façon efficace. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une demande qui vient des médias. Donc derrière se posent des questions, évidemment, d'arbitrage média entre des nouveaux médias, comme les réseaux sociaux, des médias plus traditionnels, et puis à l'intérieur des réseaux sociaux, demain, entre Facebook, Twitter, Google+, peut-être Pinterest, comment est-ce que j'arbitre ? Alors comment est-ce que vous avez travaillé concrètement ? Alors, on a une méthodologie qui est assez standardisée, ce qui nous permet d'avoir des benchmarks pour analyser l'impact des pages Facebook, qui s'appelle Fanpage CRM. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthodologie, qui consiste de manière très simple en fait, à aller chercher du feedback auprès des fans en postant le questionnaire sur la fanpage, en récupérant de l'information et en modélisant, en essayant de comprendre, d'une part, qui sont les fans. Ça, c'est la première information. Ça sert à quoi de savoir qui sont les fans ? La première chose, c'est que quand vous avez plein de fans, il y a une première question qui se pose, c'est est-ce qu'ils sont consommateurs ou pas de la marque ? À qui je m'adresse ? En général, ce qu'on voit, c'est que pour la majorité des fanpages, c'est vrai chez Unilever et c'est vrai avec d'autres clients avec qui on travaille, puisqu'on a plus de 150 fanpages en base de données, c'est quand même essentiellement des gros consommateurs. Ça, c'est important de le savoir parce que on pourrait se dire, ouais, j'ai 20 000, 30 000, 100 000 fans, ok. Par rapport à ça met en lumière en fait l'importance du community management. Le community manager, c'est quand même quelqu'un qui souvent parle tous les jours, voire plusieurs fois par jour, aux plus gros clients de la marque. Pour Unilever, c'était quand même, c'est pas une découverte, mais ça pose quand même des questions en termes de management des community managers. Comment je l'intègre dans mon équipe marketing ? Il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse quand même très très bien la marque, parce que je parle aux consommateurs, aux clients les plus importants de la marque. Et donc, il faut derrière travailler le lien entre les community managers et les équipes marketing de manière assez spécifique. Du coup, depuis les résultats que vous avez obtenus, est-ce que Unilever traite ses fans différemment ? Alors, ça c'est l'un des éléments qui a été vraiment particulièrement intéressant. C'était, alors d'une part, de se rendre compte que dans beaucoup de cas, il y avait quand même, parce que l'une des questions également qui se pose, c'est les fans sont consommateurs. Ok, super. Bon, c'est déjà important de le savoir. Mais est-ce qu'ils sont consommateurs parce qu'ils sont fans ou est-ce qu'ils sont fans parce qu'ils sont consommateurs ? Donc, en d'autres termes, quel est l'impact de ma fanpage ? Est-ce que simplement je recrute des gros consos parce qu'ils ont envie de parler, d'échanger avec ma marque et puis après, une fois que je les ai recrutés, il ne se passe pas grand-chose ? Ou est-ce que l'activité que j'ai sur ma fanpage, est-ce qu'elle a un vrai impact sur la consommation ? Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que dans beaucoup de cas, il y a un impact effectivement sur la consommation. Ce qui est intéressant, c'est que toute chose égale par ailleurs, un fan qui est actif sur la page, qui partage, qui commente, à niveau de consommation égal, il consomme plus, il est plus proche de la marque, il a une intention d'achat plus forte, il a une perception nettement meilleure de la marque qu'un
un fan qui est relativement peu actif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que investir dans le community management, ça a un sens. Maintenant, d'une marque à l'autre, on peut avoir des différences qui sont assez fortes. On peut avoir des marques assez réactives et des marques peu réactives. Et ça, il y a 2 facteurs qui peuvent expliquer ça. Il y a d'une part la qualité éditoriale, la qualité d'expérience sur la page. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un impact direct de la qualité d'expérience sur la page sur l'efficacité de la page en termes de capacité à driver de la consommation, à driver de la consommation supplémentaire et de l'image additionnelle. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est aussi de regarder la nature de la marque. Et on s'est aperçu, notamment, on travaillait avec une marque qui s'appelle Signal, que vous connaissez tous. Sur une marque comme Signal, c'était intéressant parce qu'on s'est aperçu que quand il y avait des fans qui arrivaient sur la page, qui étaient recrutés, ils étaient très vite assez actifs. Donc le community management faisait bien son boulot, les fans étaient bien activés. Mais assez rapidement, en fait, au bout de quelques semaines ou quelques mois, l'activité baissait. Et typiquement, Signal, on est dans le cadre d'une marque qui est assez fonctionnelle, sur laquelle il est difficile, en fait, d'avoir des contenus qui vont permettre de partager, de commenter. Et sur Facebook, c'est essentiel. Si votre marque n'est pas partagée, il n'y a pas de commentaires, grosso modo, vous n'êtes pas visible. Donc d'un point de vue média, la visibilité sur Facebook, elle est liée essentiellement à la capacité de vos fans à partager, à commenter, à être actifs. Donc c'est vraiment fondamental. Et une marque comme Signal, on a été amené à leur recommander de dire ne sortez pas de Facebook parce qu'il faut y être, mais en même temps, ne mettez pas trop l'accent sur Facebook. Il y a d'autres points de contact digitaux qui peuvent être plus intéressants sur une marque comme Signal. À l'inverse, sur une marque comme Ben & Jerry, il y a des choses extrêmement intéressantes à faire. Et donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Vous parliez des community managers à plusieurs reprises. De manière générale, est-ce que vous pensez qu'ils devraient être davantage associés à la stratégie de marque ? En tout cas, ils devraient être beaucoup plus proches, effectivement, des équipes marketing, qui soient externalisées ou pas. C'est fondamental pour moi que les équipes de community management soient stables, parce qu'il faut qu'elles connaissent la marque, il faut qu'elles connaissent les fans. Si elles changent tous les ans, c'est quand même un vrai problème. Ça, c'est une première chose. Et il faut qu'elles soient effectivement proches de la marque. Il faut qu'elles... dans ce qui marche bien sur Facebook, quand vous avez une marque, alors souvent, on peut être, quand on démarre sur Facebook, quand une marque démarre, elle se dit je ne vais pas forcément parler de ma marque parce que comme je suis dans une relation, j'essaye de créer une relation un peu interpersonnelle, je vais parler d'autre chose. Et en fait, on se rend compte que les fans, ce qu'ils veulent sur Facebook, c'est d'abord avoir de l'information sur la marque et les produits, quoi. Ils sont quand même conscients de l'objectif commercial de la marque. Et ça tombe bien, ils sont plutôt ouverts par rapport à ça. Mais ils n'ont pas envie d'avoir sur Facebook des messages corporate ou publicitaires. Ils ont envie d'être traités de manière particulière. Donc ils ont envie d'avoir de l'information en avant-première, des choses backstage. Donc le community manager, il doit savoir ce qui va se passer sur la marque. Il doit avoir de l'information un peu sympa, différente, qui va permettre aux fans en fait de pouvoir, avoir des infos sympas, avoir des infos potentiellement qu'il va avoir envie de partager avec son réseau d'amis. Et ça, c'est fondamental d'avoir cette proximité pour le community manager. Merci Guillaume Veil. Alors, Assa El Hadary, au vu des 4 cas balayés, on a le sentiment qu'aujourd'hui, une présence sur les réseaux sociaux est devenue complètement indispensable pour un annonceur. Alors, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ou est-ce que, selon vous, on est dans l'effet de mode ? Moi, j'ai tendance à penser que, en tout cas, au vu des études que l'on peut mener, à la fin du diagnostic, la recommandation n'est pas toujours d'agir. Et donc, peut-être que c'est... Pourquoi ? Peut-être que ça ne repose pas. Parce qu'en fait, à un certain nombre de moments, on sent que l'entreprise n'a pas les idées claires justement sur le pourquoi elle y va, quel objectif, pour toucher quelle cible. Elle n'a pas non plus toujours conscience du processus interne que cela induit. En effet, d'avoir des community rejoints de plus en plus seniors, donc un budget de plus en plus important. Donc ça renchérit le coût de l'opération
et ça la rend peut-être moins compétitif par rapport à d'autres opérations de communication. Enfin, nous, chez Occurrence, on évalue en général la communication. On n'est pas des pure players de la mesure du web, donc parallèlement, on mesure de l'événementiel, du sponsoring, etc. Donc en fait, on a ce benchmark hors non digital qui fait qu'à un moment donné, en tout cas pour un annonceur qui a un budget limité, il doit se questionner sur est-ce que je mets puisqu'a priori il n'est pas dans une logique d'avoir chaque année plus de 10% de budget, sauf quelques-uns, peut-être des heureux dans la salle. C'est plutôt moins 5% ces dernières années ou plus. Donc la question, c'est quelle allocation je fais, quelle pondération de mon budget et donc la question est posée au digital comme au reste, du retour sur investissement. Or, bien souvent, en tout cas nous dans un certain nombre de cas, peut-être plus B2B que B2C d'ailleurs, la bonne réponse est de dire n'y allez pas. En revanche, surveillez, soyez en veille, continuez à regarder, peut-être même armer plutôt vos alliés plutôt que d'y aller vous-même, mais en tout cas la nécessité d'y être. Je vous raconte juste une anecdote, c'était pas il y a 50 ans, c'était en 2006-2007, on avait des clients qui venaient nous voir en demandant de leur faire des diagnostics sur Second Life pour savoir s'il fallait y aller ou pas y aller. Voilà. Et donc certains, peut-être à la salle, tout le monde connaît, j'imagine, Second Life, tout le monde a le souvenir de Second Life, des Linden Dollars, des pensées, des îles et des avatars. Et donc on faisait des études auprès des avatars, on demandait à Bella75 qu'elle pensait de la marque ou des choses comme ça, on allait demander des choses pour essayer de mesurer des opérations et le ROI des opérations sur Second Life. Et à certains moments, ça a été très utile pour certaines marques, elles y ont fait des choses intéressantes, etc. Mais ce n'était pas forcément la nécessité pour tout le monde d'avoir son île et de mener des opérations sur Second Life. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose et qu'en effet, quand on arrive à enlever l'effet mode, en tout cas l'effet de nécessité, et juste de revenir aux fondamentaux. Pourquoi j'y vais? Pour toucher qui? À quel coût? À quel coût je conquiers et je dis bien d'une conquête honnête, et pas juste d'acheter des fans ou des followers. Hein. Mais et la conquête, on va dire honnête, elle a un vrai coût. Et je pense que c'est un coût qui augmente. Avec la multiplicité des réseaux sociaux et le côté morcelé, en effet, aujourd'hui, pour conquérir cette communauté que l'on va nourrir, qui va vraiment être un vrai levier éventuellement de croissance de business, ça a un coût de plus en plus important. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a été, il y a quelques années, dans un effet de mode et que petit à petit, on revient à des niveaux qui sont plus normaux et que les marques sont moins frénétiques, oui. Justement mais l'effet de mode, en fait, je le critique pas parce que les marques ont appris aussi en faisant. Elles ont payé aussi oui, elles ont payé pour voir et c'est pas forcément mal hein, je paye pour voir, mais je perçois quand même un moment de rationalisation. C'est un mot pour pas des restrictions, mais rationalisation. Et c'est assez sain. C'est assez sain et on va trier le bon grain de livret et on va revenir à des choses probablement plus, en tout cas, on va avoir une vraie logique d'efficacité et pas y aller pour y aller en fait. Alors j'aimerais bien avoir l'avis de l'annonceur sur ce point. Elisabeth Cialdella, est-ce que justement le travail réalisé par Harris correspondait à vos attentes? Il vous faut un micro, il y en a un juste là. Vous attendiez à quelque chose d'autre? Vous avez été déçu peut-être au début? Ça va être difficile de le dire devant Aurélie Gilbert. C'est un peu compliqué quand même. En fait, on a trouvé que l'étude en soi, enfin en tous les cas le terrain, la façon dont ça s'était déroulé, déjà avant même les résultats, a été une source d'enseignement pour nous en fait, parce que c'est vrai qu'on a demandé aux social media editors de poster en effet les requêtes sur cette étude. Et puis il s'est passé quelque chose, c'est que ils sont revenus vers nous en disant oh là là, mais j'ai des commentaires, j'ai des questions, qu'est-ce que je réponds? Et c'est allé très 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 vite. Et on n'avait pas du tout finalement anticipé. On n'avait pas anticipé que ça irait aussi vite en fait. Alors je ne sais pas si Harris avait anticipé que ça irait aussi vite, mais ça a été vraiment un sujet de discussion avec Aurélie et ses équipes, mais ça a été déjà un premier enseignement. Alors on savait qu'on avait des audiences réactives, on savait qu'en adressant directement, comme le spécifiait Aurélie tout à l'heure, on allait avoir très vite être exposé à ceux qui sont les plus actifs, mais en soi c'était déjà en effet une information importante. Et puis ça voulait dire aussi qu'ils étaient aussi assez satisfaits qu'on s'intéresse à eux, à la façon dont
ils étaient en relation avec cette marque et avec le sujet de l'information en général. Donc c'est toujours bien quand on apprend plus de choses que ce qu'on pensait. Donc déjà, en effet, le terrain était en soi important. Et puis après, sur les enseignements de l'étude, en fait, c'est vrai qu'il y avait des intuitions et on les a validées. C'est toujours bien de quantifier parce qu'on dit en effet oui, on est retweeté, X% like, X% commente, mais ces pourcentages, en fait, on les a pas. Enfin, on les a pas. Donc, quand on peut enfin donner des chiffres, c'est quand même plutôt bien. Et dans la relation qu'on a avec les rédactions et dans la relation qu'on a avec le marché publicitaire, parce que c'est vrai que les lectures sociales sont un élément de valorisation, bien sûr, parce qu'avoir une audience active, avoir des consommateurs, même si le mot n'est pas très beau, mais on peut presque employer ce mot-là, qui sont en relation assez forte, et quand on peut mettre des chiffres derrière, c'est important, et jusqu'à présent, on ne l'avait pas fait. Et puis l'approche typo, elle est instructive à l'interne, vraiment, en fait, parce que c'est vrai que dans la relation avec la rédaction, c'est aussi bien qu'eux sachent quelles sont les populations qu'ils ont en face d'eux. Parce qu'en fait, on sait qu'une photo est plus likée qu'un article. On sait qu'il y a des sujets qui vont être plus partagés, plus commentés. Mais là, on arrive à le mettre en scène aujourd'hui au travers d'un prisme de lecture qui est en effet la relation à l'info. Et c'est vrai qu'on peut le quantifier. Alors, on n'est pas encore, et même si les dernières annonces du groupe avec le montage d'un lab d'observation sur les nouveaux formats, sur les nouveaux contenus, montre qu'on va exploiter, on va travailler aussi toutes ces données. On n'est pas le New York Times qui en effet travaille cette partie viralité, observation de la viralité depuis longtemps avec le projet Cascade qui a commencé chez eux il y a plusieurs années et qui visualise et qui permet une visualisation en temps réel de la façon dont se dispatche l'information selon les thématiques, selon les horaires de poste. Donc on a cette data, on l'a aujourd'hui. Ils sont très avancés dans le traitement, mais quand on voit ensuite ce qu'ils arrivent à en faire et dans la monétisation de produits aussi publicitaires, c'est évident que c'est une première approche. Ça fait pas tout, ça remplit pas tous les objectifs qu'on peut avoir par rapport aux questions que l'on se pose, mais on fait beaucoup d'études sur le web. On n'en faisait pas beaucoup jusqu'à présent sur les réseaux sociaux. C'est une première étape et ça nous donne envie d'aller plus loin et de continuer à observer des choses, bien sûr. Emmanuel Pierga, est-ce que c'est un avis que vous partagez ? Alors, je suis dans une problématique complètement différente. Hein. Moi, je suis sur... D'ailleurs, les 6000 followers du Monde me faisaient complètement rêver. Hein. J'avais envie de vous dire très fièrement que je venais d'en avoir 500. Mais il faut se remettre dans le contexte. Sur Twitter, c'est 1,5 million. Hein. C'est carrément. Ah oui. Oui, bon, alors remettons-nous dans le contexte. Je suis sur la construction de notoriété sur un marché en rupture. Donc, je suis super fière de moi. C'est-à-dire que la reco d'occurrence était la suivante. C'était, vous faites de la e-santé. Donc, les gens ne comprendront pas que vous faites de la e-santé sans être sur le digital. Ça peut vous paraître tout à fait évident, mais il fallait le vérifier. Hein. Il fallait un institut d'études parce que de temps en temps, c'est pas très bon de suivre ses intuitions. Donc ça, c'était important et je n'ai aucun regret d'être passé par un institut d'études pour vérifier cette intuition qui vous paraît très évidente maintenant, mais voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et en fait, la seconde recommandation était de dire si vous y allez maintenant, parce que pour l'instant, vos concurrents y sont sur la toile, en communication digitale, mais pas de manière très significative. Donc vous allez pouvoir gagner du temps en termes de notoriété très très vite, parce que justement, vous arrivez à temps
dans cette stratégie de communication digitale. Donc oui, je suis contente de la recommandation et ça a porté ses fruits dans l'atteinte de mon objectif qui est de faire ce qu'on appelle du thought leadership sur un marché en rupture, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans la promotion de produits, je dirais, classiques, on est vraiment dans l'éducation d'un marché sur une tendance sociétale qu'on va accompagner effectivement par nos produits à terme. Hein. Nous restons une société commerciale, hein, là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais sur le marché en rupture, il ne faut pas avoir une démarche de communication classique. Il faut avoir vraiment une démarche de thought leadership avec, et justement, la communication digitale est idéale pour ça, de par son aspect, enfin, le côté pédagogique du média. Je voulais rajouter aussi que pour moi, la communication digitale n'est pas une communication en autarcie, n'est pas un média autonome. C'est inclus dans une approche, dans une stratégie systémique de communication. C'est-à-dire que la communication digitale va être en rebond d'une conférence où j'aurai un intervenant qui va parler justement du développement de la e-santé, du rôle d'Orange dans la e-santé. La communication digitale va être en rebond d'une conférence de presse ou va être en écho d'une conférence de presse. Pour moi, la communication digitale n'est jamais seule. Ça, je pense que si vous interviewez beaucoup de directeurs de communication, ils auront cette approche. En tout cas, pour moi, c'est la plus pertinente. Voilà. Merci Emmanuel. Il y a un mot qui n'a pas encore été prononcé depuis le début de cette conférence, c'est celui de blog et de blogueur. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Rosanne, est-ce que vous êtes en permanence en surveillance des calls, les key opinion leaders, c'est-à-dire donc ces individus qui ont la capacité à générer du changement. On parle évidemment de blogueurs très influents. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors, on ne fait pas que les surveiller, parce que sinon ça voudrait dire en fait, du coup, que l'influence est avant tout en fait, une entreprise qui en fait, est dans la notion de surveiller, donc dans le cadre du management des risques, c'est ce qu'on peut faire dans le cadre du monitoring. Plus globalement, nous on a une approche en fait, du web qui consiste à dire que le web est fait de multiples communautés, et des communautés en fait, qui ne sont pas en fait, agrégées en fonction de données socio-démographiques, mais qu'elles sont en fait agrégées, qu'elles se forment en fonction de centres d'intérêt. Donc on est plus dans ce qu'on appelle le socio-affinitaire. Évidemment, la blogosphère qui existe depuis quand même pas mal de temps, et en France aussi, certainement encore plus aux États-Unis, mais en France, ça fait quand même pas mal d'années en fait, qu'on a assisté à l'émergence d'une vraie blogosphère. Nous, l'idée, c'est d'avoir une approche qu'on appelle netnographie. C'est en fait d'observer ces communautés dans leur discours, dans leurs pratiques, dans leur manière en fait, du coup, de raconter leur centre d'intérêt pour en fait, tout simplement mieux les connaître. Ça a deux vertus. Comme on le disait, l'appel à un institut d'études permet à un moment donné, en fait, du coup, à un annonceur, un client, de pouvoir avoir un audit qui va lui permettre de mesurer en amont comment il va pouvoir intégrer le volet digital dans sa stratégie du coup, de communication notamment. C'est une autre vertu aussi de connaître toutes ces... les leaders d'opinion, c'est évidemment quand vous savez qu'il y a une polémique naissante qui commence en fait à émerger sur un blog, vous avez la possibilité tout simplement de pouvoir anticiper la viralisation de l'information et donc vous êtes beaucoup plus réactif. Voilà, l'idée c'est de se dire que ces leaders d'opinion, certes, ce sont en fait des gens qui ont émergé avec le digital, mais vous avez aussi des blogueurs qui sont aussi des leaders d'opinion dans la vraie vie, qui sont des acteurs professionnels reconnus. Vous avez toujours... et puis, ça ne devrait pas gommer le rôle que jouent les médias, en fait, quand même, aujourd'hui, notamment sur le web, parce que le web, ce n'est pas que des consos qui parlent spontanément, en dehors de toute actualité. C'est aussi, du coup, une vitrine. Le web agit aussi comme un média et souvent c'est du contenu à un moment donné qui peut être aussi activé par les médias français.
Alors, puisque vous parlez des médias, j'ai une petite question pour Asaël. Est-ce que vous pensez que les médias classiques ont encore aujourd'hui les moyens d'avoir une opinion ? Est-ce que l'opinion médiatique est devenue un luxe, entre guillemets ? Nous, donc une partie de l'activité d'Occurrence, c'est d'analyser les médias classiques, donc bien avant évidemment le web social, depuis qu'on s'est créé en 95. Et on a un standard, une donnée, notamment sur la teneur des médias, la teneur des contenus des médias dédiés aux marques, et on se rend compte qu'elle est de plus en plus neutre ou factuelle en fait. Et pour l'avoir partagé avec des patrons de presse ou des journalistes, on est arrivé à la même conclusion qu'il est de plus en plus dur pour les médias d'arriver à avoir de l'opinion. L'opinion, ça veut dire pouvoir croiser des sources, pouvoir faire le travail de fond des médias. Et la difficulté économique des médias rend le travail d'opinion plus compliqué. Et c'est vrai qu'on retrouve ce rôle d'opinion tranchée, et parfois même extrême, sur les réseaux sociaux. Donc c'est un élément, je pense que c'est un élément important. Je n'irai pas jusqu'à dire que les médias n'ont plus du tout d'opinion, évidemment. Je vous remercie. Voilà. mais c'est vrai que en tout cas, leur rapport aux marques, pour un simple fait de temps humain, de ce qu'on vous demande de faire de plus en plus, et aussi d'animer un blog, et aussi de tweeter, et aussi de faire du son, parfois de la vidéo en plus du travail, fait que d'un seul coup, ça c'est aussi au détriment d'une recherche de fond qui permet d'avoir une opinion. Guillaume Veil, est-ce que selon vous, ce sont, comme vient de le dire Asaël, davantage les blogs et les réseaux sociaux qui façonnent l'opinion aujourd'hui plus que les médias ? Je pense que c'est une combinaison des deux, mais quand on regarde la consommation média des tranches de population les plus jeunes, forcément il y a un impact assez important. Et c'est vrai dans la grande consommation, c'est évidemment vrai dans d'autres domaines. L'une des clés pour les Unilever et d'autres annonceurs avec qui on travaille, c'est d'arriver à comprendre dans un processus de décision ou dans une logique de créer du désir, de créer de l'intention, de créer de la proximité, en fonction de différents moments dans un cycle d'achat, par exemple, ou dans un cycle de prise de décision, quels sont les points de contact que je dois utiliser ? Et sur ces différents points de contact, quels sont les messages que je dois pousser ? Donc ça devient une alchimie de plus en plus complexe, mais où clairement les réseaux sociaux ont un impact sur la formation de l'opinion finale. Ça varie d'une catégorie à l'autre, mais c'est une réalité. Les réseaux sociaux ont un impact et en même temps, on a l'impression que du coup, certains annonceurs sont un petit peu perdus. Est-ce qu'à votre sens, ils attendent trop du web social aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ? Alors, nous, on a vu plusieurs... Alors, il y a eu, et je pense que Rosen sera assez d'accord avec ça, il y a eu toute une phase où les marques ont commencé à se dire... en allant regarder sur Internet, on va trouver des pépites et on va forcément trouver des super bonnes idées. C'était quand ? C'était il y a 2 ans, 3 ans ? Ouais, il y a 2-3 ans. Je sais pas, Rosen, 2-3 ans à peu près. Au moment de Second Life ? Un peu plus même. Après Second Life ? Oui, même un petit peu plus. Puis ça dépend en fait aussi de l'entreprise. Il y a certaines marques qui étaient plus en amont, bien en amont de ça aussi. On va dire ça. Après, il y a la tendance toujours à se dire... je crée un réseau de fans, par exemple, et puis la puissance du réseau va faire qu'après, ça va marcher tout seul. Non, en fait, ça ne marche pas tout seul du tout. Il faut les bons contenus. C'est pas facile de trouver des gens, des fans qui amènent les bons contenus. Donc, tout ça, c'est des mécaniques qui sont assez élaborées, sur lesquelles il faut investir, parce que derrière ces aspects-là, il y avait quand même une petite idée qui était de dire attends, on va dépenser beaucoup moins d'argent et ça a marché 10 fois mieux qu'avant. Non, ça ne marche pas comme ça, pas de bol. Il faut continuer à dépenser, il faut investir si on veut faire les choses bien. Enfin, il faut quand même dépenser moins que sur les médias traditionnels. Par rapport à une campagne... sur TF1 ou M6, ça coûtera quand même moins cher.
Oui, mais ça dépend où on met l'argent. C'est-à-dire que l'achat d'espace, il peut coûter moins cher, mais si je mets une création, si je parle de campagne digitale, je m'écarte un tout petit peu du cœur du sujet, mais nous, dans la mesure qu'on a des campagnes digitales, qu'elles soient monomédia ou cross-média, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un déficit de travail sur la création. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on se dit ça coûte moins cher avec le real-time bidding. Enfin, voilà, c'est super. Mes campagnes vont me coûter moins cher et ça va me rapporter plus. Non, à chaque fois, c'est si on n'essaye pas de faire les choses bien, ça ne marche pas. Et pour faire les choses bien, à un moment, il faut quand même investir. Sur Internet, il faut certainement aujourd'hui plus investir dans la création qu'on ne le fait. Donc, la magie de se dire ça va marcher tout seul, on va dépenser moins et on gagnera plus derrière, non, pour moi, c'est un mirage. Rosane, est-ce que vous êtes d'accord avec... Oui, je suis d'accord avec ça. De toute façon, c'est vrai que nous, de plus en plus, on commence à voir le rôle qu'on a aussi en tant qu'institut d'études, justement, comme ce tiers de confiance dont on parlait justement au début. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus sollicité pour finalement en fait, assurer aussi la bonne gouvernance au sein des entreprises, notamment dans les relations interagences, où vous avez donc du coup la marque, l'entreprise, les différentes agences qui peuvent accompagner justement l'annonceur, et puis du coup ce tiers de confiance, l'institut d'études, le département études qui vient justement à un moment donné à apporter le bon diagnostic. Et ça c'est une chose en fait où il y a quelques années les annonceurs n'étaient pas en mesure de pouvoir formuler en fait du coup ce type de besoin. Ils étaient plus dans l'idée de se dire est-ce qu'il faut que je sois présent ou pas présent. Donc il y a une espèce en fait d'urgence, accompagnée aussi par des agences de communication dont aussi la raison d'être c'est de communiquer, et le volet digital en fait permettait aussi une forme de modernité, de rajeunissement et ainsi de suite, puis ça apportait une vague de fraîcheur, de nouveaux challenges en termes de communication. Alors que nous, de plus en plus, on voit qu'on commence à avoir un rôle en amont même de comment on peut aider à un moment donné à la définition des stratégies de communication digitale et comment l'Institut d'études peut devenir en fait justement un partenaire pour en fait aider déjà à comprendre est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller, est-ce qu'ils sont déjà présents ou pas présents, auprès de qui et comment. Et ça, c'est très très important puisque c'est ça en fait finalement le nouveau besoin qui est en train en fait d'émerger et qui vient de la part en fait des clients qui ont besoin d'avoir des gens qui sont des professionnels des études, qui peuvent avoir des expériences multiples, soit très web, soit institut d'études traditionnels, soit les deux, parce qu'on a besoin justement, et c'est le thème de cette table ronde, d'extraire du sens et en fait du coup de la valeur. Et ça, c'est du coup très très important. Et ça, c'est vrai que c'est une nouvelle donne et qui nous conforte, nous, les professionnels des études, dont justement ce statut de fiabilité, de garantie en fait aussi des résultats du diagnostic et des recommandations et des préconisations dont on est tous garants en fait depuis quelques années. Si je peux juste rebondir sur ce que dit Rosane, je vais pousser non pas un coup de gueule, mais ça fait 10 ans qu'on bosse dans le digital. Et dans le digital, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que si vous ne connaissez pas vos cibles, mais en profondeur, il n'y a aucune chance que vous soyez successful. Et moi, il y a un truc que je regrette, c'est que quand on travaille avec nos clients, on est vraiment encore trop peu souvent en contact avec les services études. Et le message que je veux passer aux gens d'études, chez l'annonceur, c'est « mais intéressez-vous au digital ». C'est pas si technique que ça. Il y a des enjeux de connaissances consommateurs qui sont fondamentaux. Et pour les services études, c'est un moyen de gagner en poids stratégique dans l'entreprise à un moment où la connaissance consommateur est fondamentale. Donc, vous ne laissez pas voler la connaissance consommateur par d'autres, alors qu'on a une vraie légitimité à le faire, on a une vraie capacité à comprendre les comportements des consommateurs. C'est ce que vous faites tous les jours. On est légitime pour le faire. Et il y a des vrais besoins dans le digital.
Moi, je travaille avec des équipes digitales qui me disent la connaissance conso, on en a besoin tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils me demandent du tableau de bord en temps réel, des données en temps réel, de l'information, du flux en continu, parce qu'à un moment, ils se rendent compte que la connaissance conso, c'est fondamental. Donc, intéressez-vous au maximum au digital, parce que c'est là que la connaissance client, aujourd'hui, est fondamentale. Merci pour ce coup de gueule. Alors, avant de passer la parole à la salle, parce que j'imagine qu'il y a des questions, moi, j'en avais une dernière. Je ne sais pas qui veut y répondre. On n'a pas parlé de la complémentarité entre les études et les études web. C'est peut-être un sujet pour vous, Rosen, ou pour vous, Aurélie. Quels sont les apports et les limites des uns et des unes et des autres? Je vais commencer. Et puis, du coup... En fait, justement, c'est en écho un peu, du coup, avec ce fameux coup de gueule poussé. En fait, il faut aussi que nous, les instituts d'études qui apportons en dehors, justement, des départements études des annonceurs, qu'on aussi, on intéresse les départements études et qu'on puisse aussi faire notre travail d'évangélisation, comme quoi, en fait, les études sur le web sont aussi fiables et complémentaires, justement, d'autres dispositifs d'études qui sont mis en place. On peut envisager, par exemple, alors nous, on ne travaille pas sur du Kali et du Conti online, hein, on travaille sur tous les discours spontanés qui sont en fait du coup émis et présents sur le web social. On peut très bien envisager qu'avant de faire un grand Conti, un bilan d'image, donc sous forme en fait traditionnelle, on peut aller tout simplement utiliser le web pour faire du Kali exploratoire qui vise juste à pouvoir anticiper des questions qu'on a peut-être un peu trop l'habitude de poser d'année en année. Et ça permet peut-être aussi du coup un rafraîchissement. Mais il est très clair que le web, donc les réseaux sociaux, les médias sociaux, c'est un miroir en fait déformant. Ça vous rend survisible un certain nombre d'épiphénomènes le plus souvent. Ça vous camoufle. Vous pouvez nous donner un exemple ? Très simplement, en fait. Comme il y a une forte... le web quand même agit comme un média qui a quand même aussi beaucoup d'actualités qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, les forums, les blogs, etc. Les gens se nourrissent quand même d'actualités du coup tous les jours. Le plus souvent, en fait, vous avez... comment je pourrais le dire de manière... si vous prenez, par exemple, la question des plats cuisinés surgelés suite à l'affaire Findus, pouvez-vous dire que si vous regardez en fait tout ce qui s'est dit au mois de février, les plats surgelés cuisinés, en fait, plus personne n'en consommera si vous croyez en fait que le web va vous le montre, puisque c'est ce qui est dit. Et puis au final, maintenant ça fait déjà 2 mois, on voit qu'en fait c'est beaucoup moins discuté. Il y a encore quelques évidemment problème de blagues autour de Findus qui montre qu'il y a... Par contre, ça va créer quelque chose dans la mémoire du coup collective. Mais le web ne va pas pouvoir vous permettre de mesurer si réellement ça a créé, en fait, en tout cas pas dans l'immédiateté, ça a créé en fait du coup une problématique de confiance et donc un impact en fait du coup sur les ventes du coup des produits surgelés. Vous allez tout simplement devoir certes vous servir de web comme une espèce de vitrine de quelque chose qui s'est passé et d'aller utiliser du coup des méthodologies d'études plus traditionnelles pour avoir en fait là peut-être davantage de représentativité sur une population. Ce qui est la différence en fait du coup entre à quoi sert le web et à quoi servent les études traditionnelles. Et voilà, nous chez Linkfluence en tout cas on partage le sentiment qu'il y a un cercle vertueux pour demain pour en fait l'hybridation des différents dispositifs d'études, qu'ils soient traditionnels ou un petit peu plus en fait du coup online et même entre eux du coup un volet sur le web social spontané et du quanti online par exemple sur une page Facebook par exemple. Voilà. Aurélie ? Et pour nous, ce qui est important, je pense, c'est qu'il faut pas regarder que les réseaux sociaux d'un côté et tout le reste de l'autre. En fait, le but, c'est d'inscrire la stratégie digitale dans la stratégie de marque globale. Et c'est là qu'est le grand challenge, en fait, c'est que
à chaque fois qu'on vient nous poser une question, on la remet en perspective de tout ce que peut apporter, pas uniquement les réseaux sociaux, mais tous les points de contact qu'on va avoir par rapport à une marque. Ils ne se font pas que sur les réseaux sociaux non plus, même si c'est l'objet de la conférence. Et je pense que l'objectif, c'est vraiment de réussir à comprendre tous les points de contact qu'un consommateur, si on l'appelle comme ça, peut avoir avec une marque et jusqu'où on peut amener chacun des points de contact pour les rendre intéressants pour la marque. Ça se joue dans la stratégie de marque globale, ça se joue aussi dans les process d'achat, et c'est là qu'à mon avis se font demain aussi toutes les études et ce vers quoi elles doivent tendre. Merci. On va prendre quelques questions dans la salle. Si vous souhaitez poser une question, est-ce que vous pouvez vous lever ou faire un petit signe à... Il y a une question devant. Est-ce que vous pouvez vous lever et vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, donc je suis Sophie et vous allez rire, Monsieur Guillaume Veil, je suis directrice des études et du digital dans une société, donc comme quoi c'est possible, mais je travaille dans un laboratoire pharmaceutique. Donc les laboratoires pharmaceutiques ont un temps de retard par rapport à des marques grande consommation, ça on s'en doute, mais quand même on s'y intéresse puisqu'on fait des actions sur le digital. J'ai trouvé la conférence très intéressante. On a parlé beaucoup effectivement de l'étude des signaux par rapport aux menaces. On a parlé de la réputation, la cartographie des zones effectivement qui peut être intéressante. Moi, j'aurais aimé qu'on parle du bout du tunnel et plutôt du retour sur investissement. Ça a été plus ou moins abordé dans les stratégies médias sur lesquelles vous pouvez intervenir. Un des problèmes qu'on a tous, c'est que c'est assez centrique. Vous faites une opération sur le web, je me rassois, vous m'entendez quand même. On va vite se dire, voilà, j'ai eu 85 000 contacts, tant d'impressions, etc. On est vite frustré de ça parce que c'est pas ça qui va nous permettre effectivement d'aller à un comité de direction et de dire, oui, j'ai eu raison de mettre tel euro à tel endroit parce que derrière, j'ai eu de la vente. Et donc, c'est une des grandes questions qu'on a. C'est vrai que nous aussi, on mixe beaucoup de la réputation, des indicateurs web, plus des études classiques. Vous parliez des bilans d'image. Mais il y a un moment donné, quand on a des vagues médias, des campagnes TV qui font, je ne sais pas, 7 millions d'euros par rapport à juste 400 000 que vous aurez mis en digital, même avec des outils de mix modeling, des choses très pointues, c'est extrêmement difficile de dire si oui ou non on a un retour sur investissement à la fin. Donc c'est un peu la question que j'avais. Est-ce que vous avez des expériences qui permettent d'aider les annonceurs à mieux calibrer, à mieux arbitrer en fait les investissements entre du média classique, du digital? On a tous compris qu'effectivement les Français étaient exposés à plein de contacts avec les médias et les combinaisons sont intéressantes dans certains cas de figure, mais à un moment donné, comment on peut mieux arbitrer en fait les investissements? Merci pour cette question. Je crois que Guillaume, c'est vous qui devez répondre. Je passerai le micro, je vais faire une réponse rapide. On travaille effectivement complètement dans ces points-là, puisque sur Unilever, c'était le département média. Donc derrière, il y a effectivement, vous avez raison, des questions d'arbitrage média et des questions de retour sur investissement. Donc le retour sur investissement, alors, dans certains cas, on arrive à aller au bout du bout, c'est-à-dire qu'on arrive à développer des processus études où on va avoir un espèce de single source et on va se connecter à des données panels où on peut mesurer effectivement du retour sur investissement. Donc, par exemple, sur des programmes relationnels online, sur des sites relationnels online alors souvent de grande consommation parce qu'on travaille avec beaucoup de programmes relationnels de grande conso en France, on arrive à avoir des impacts qui sont de l'ordre de plus 15, plus 20, plus 25% en termes de consommation, et donc où on voit un vrai retour sur investissement. Quand on regarde ce qui se passe sur Facebook, c'est un peu plus compliqué en fait de connecter directement les données panel parce que souvent on n'a pas suffisamment la taille, le nombre de fans actifs est pas suffisamment important pour pouvoir descendre en fait à de la donnée de vente. Donc on regarde des éléments d'intention d'achat, on regarde des questions de brand equity aussi parce qu'il y a des éléments d'image qui participent au retour sur investissement. Et ce qu'on voit clairement, c'est que si on regarde, quand on compare du paid média, des campagnes digitales ou offline,
du own media, donc un site internet, et du earned media, on va dire Facebook, on voit que les impacts que j'ai, ils sont à peu près de même nature. Les ordres de grandeur sont les mêmes quand je regarde comment, par exemple, l'intention d'achat certaine est impactée. Les dimensions d'image, c'est un peu différent. Quand je suis sur du digital, j'ai un impact plus fort. Et ensuite, il faut croiser ça avec des éléments de reach, avec les budgets, pour ensuite regarder et aller descendre en fait et calculer du retour sur investissement. Mais on le fait pour comparer des médias, pour comparer aussi des sources de trafic en fait quand je développe une campagne online où je vais faire du retargeting, je vais faire de l'emailing, qu'est-ce qui marche, combien ça coûte, combien ça me rapporte. C'est des choses qu'on fait tous les jours. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Je vais avoir une réponse un peu plus virulente, c'est que je ne suis pas certain que ça serve à vendre en fait. Et donc je pense que la finalité ou le retour sur investissement n'est pas en euros. Je pense qu'il y a d'autres, et dans le monde de la santé, on a une structure qui s'appelle en l'occurrence Healthcare aussi sur la santé, et on se rend compte qu'il se passe beaucoup d'autres choses après, donc surtout dans la santé, notamment dans le point de vente. Donnez-nous des exemples. Par exemple, je sais pas, on travaille beaucoup sur les génériques. La question, on voit qu'il se passe quand même il y a un moment important qui est l'acte du pharmacien, qui est certes un acteur de la santé et du conseil et aussi un commerçant. Et on a beau faire des choses dans le domaine, notamment c'est le sujet d'aujourd'hui, dématérialisé du numérique, il se passe des choses dans le point de vente, dans la relation humaine. Et la mesure de l'intention d'achat, qui est probablement le point le plus ultime qu'on peut aller mesurer nous avec nos études, il y a quand même une petite faille spatio-temporelle entre l'intention d'achat et l'achat. C'est pour ça que je pense qu'on est tous d'accord dans les études pour ne pas dire que ce soit prédictif, mais justement on travaille peut-être sur des modèles donc voilà, j'aurais tendance à écarter la question en disant finalement, est-ce qu'il ne faut pas aussi renvoyer la balle et ça renvoie aussi au processus interne entre la communication, le marketing et les ventes, et que chacun prenne sa part des KPI de l'indicateur. On a peut-être le temps de prendre une deuxième et dernière question. Il y a un monsieur tout là-bas. J'ai dit on n'y va pas et on surveille. J'ai dit, alors c'est peut-être vous trouvez ça très corporatiste parce que notre métier à tous ici c'est plutôt de surveiller, donc vous allez dire donc on n'y va pas et on surveille. On surveille ce que disent les. En fait, pendant longtemps, aujourd'hui, ce que je constate chez les annonceurs, c'est la difficulté qu'ils ont à aller dans le dialogue. C'est-à-dire que si on y va, on doit jouer avec les vrais jeux. On ne va pas jouer au football en jouant avec les mains. Voilà. Donc on doit y aller en jouant. Or les annonceurs, alors je vais faire un peu de dinosaure, mais en tant qu'ancien, comme ça, on leur a appris depuis la réclame à faire des monologues. Donc on leur a appris, c'est comme si on leur a appris à développer des muscles internes qui sont, des muscles d'haltérophiles. Et là on vient leur dire aujourd'hui, il faut faire de la GRS, il faut se promener sur une poutre, être agile, etc. Donc y aller de manière maladroite, c'est vraiment très 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 contre-productif. Donc l'idée est plutôt de surveiller, éventuellement en effet de s'organiser en interne, qui aujourd'hui en effet peut être le validateur d'un tweet. Récemment, par exemple, on a eu le sujet, est-ce qu'on peut faire des annonces ? On a découvert, on a eu l'autorisation de faire de la communication financière par tweet et par Facebook. On a considéré que ce n'était pas un délit d'initié, etc. Donc on voit bien que l'organisation doit d'abord se mettre en place, les processus internes, la seniorité des community managers, etc., avant d'aller agir. Sinon, on est juste ridicule. Encore une fois, vous mettez un haltérophile sur une poutre, c'est juste ridicule. Donc, apprenons d'abord à dialoguer, que les annonceurs se mettent en œuvre, en marche, connaissent le terrain avant d'aller agir. Et si on voit que d'autres parlent, on va aussi analyser de savoir est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave. Il y a en effet des petits pics qui redescendent aussi secs, hein, c'est pas toujours des crises extrêmement... et puis on peut aussi, encore une fois, agir dans la vraie vie. Je pense que ce qu'on a dit tous, c'est de dire on peut répondre, on peut alimenter du digital avec des actions de communication et de marketing dans la vraie vie.
pas obligé de répondre au digital dans le digital. Et puis enfin, on peut armer des alliés, on peut fournir du contenu à d'autres qui vont parler à notre place, qui sont peut-être d'ailleurs plus entendus d'ailleurs. Oui, et puis juste pour... Très rapidement. Non, si vous vouliez, du coup, plutôt poser une... Alors, quand je dis il ne faut pas y aller, c'est-à-dire mais il faut être présent. Je veux dire, à mon sens, si vous n'êtes pas présent, vous prenez le risque que ce soit d'autres qui prennent la main. Et là, c'est casse-gueule parce que alors ça peut être des clients bien intentionnés ou des clients moins bien intentionnés. Hein, quand vous avez Total qui se retrouve avec une page sur Total Nigeria, ben après, il faut ramer pour la faire fermer. Donc, il faut être présent pour éviter que d'autres s'emparent de votre marque. Mais la fréquence de post avec laquelle vous pouvez moduler, en fait, sur Facebook, la fréquence de post. Et sur une marque qui n'a pas beaucoup de contenu, où ça va être difficile, il faut vraiment y aller lentement. Sur une autre, il faut apprendre en marchant. C'est ce que fait Unilever. C'est qu'ils avancent et puis on apprend en marchant. Et nous, on les aide à essayer de marcher ou d'apprendre le plus vite possible. On est obligé de s'arrêter là. Je suis désolée, mais on a largement dépassé le temps imparti. Merci à vous pour vos questions et merci à tous les 6 pour ces échanges à la fois riches et denses.